Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo. Alors la plupart des portefeuilles crypto sont construits autour des mêmes choses, Bitcoin, Ethereum, quelques altcoins, puis peut-être du staking, des liquidity pools, du lending DeFi, des airdrops ou des farming de stablecoin. Et pendant longtemps, ça avait du sens. Le capital crypto restait surtout dans le crypto. On utilisait des tokens pour gagner plus de tokens. On fournissait de la liquidité pour trader plus de tokens. On empruntait contre du collatéral crypto pour augmenter son exposition crypto. Mais récemment, j'ai commencé à regarder quelque chose d'un peu différent. Ça s'appelle le crowdlending. Et honnêtement, je ne pensais pas que le sujet serait aussi intéressant, mais quand on commence à creuser, on arrive vite à une grande question. Est-ce que la blockchain peut devenir utile pour l'économie réelle et pas seulement pour la spéculation à l'intérieur de l'écosystème crypto? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Avant de commencer, disclaimer rapide, cette vidéo n'est pas un conseil financier. Tout ce que je partage ici est mon opinion personnelle, le résultat de mes recherches. Tous investissements comportent des risques. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Alors, c'est quoi le crowdlending? En termes simples, le crowdlending veut dire prêt collectif. Plusieurs investisseurs mettent leur capital en commun pour financer un prêt à un emprunteur via une plateforme en ligne. Dans le cas du business crowdlending, l'emprunteur est généralement une vraie entreprise. Imaginez par exemple une PMI qui a besoin de 100 000 $ pour acheter de l'équipement, augmenter sa production, acheter du stock ou financer son besoin en fonds de roulement. Au lieu d'avoir une seule banque pour demander tout le financement, cette entreprise veut lever l'argent auprès de plusieurs investisseurs via une plateforme. Un investisseur peut mettre 100 $, un autre 500 $ et un autre 5000 $. Ensemble, ils financent le prêt. Ensuite, l'entreprise paie des intérêts chaque mois et à la fin de la durée du prêt, elle rembourse le principal, donc l'investisseur n'achète pas une part de l'entreprise, il ne devient pas copropriétaire, il ne parie pas sur une valorisation qui va monter, il agit comme prêteur. Il y a un prêt avec des conditions fixes, taux, durée, garantie, calendrier de remboursement et des informations sur l'emprunteur. C'est ça l'idée de base. Alors la manière la plus simple de comprendre le crowdlending, c'est imaginer une petite banque. Une banque traditionnelle collecte des dépôts, puis prête de l'argent à des entreprises, elle gagne des intérêts sur ces prêts. Le crowdlending garde la même logique, mais change la structure. Au lieu que la banque soit intermédiaire principale, la plateforme connecte directement les investisseurs et les emprunteurs. La plateforme s'occupe de l'analyse de l'emprunteur, des documents du scoring, de la structure légale, du suivi des remboursements et parfois de la gestion des garanties. L'investisseur fournit le capital, l'entreprise reçoit le financement. Donc, dans le crowdlending, la garantie peut être un actif physique d'entreprise, équipement, véhicule, stock, un entrepôt, machine ou immobilier commercial. Donc, la valeur de la garantie, c'est pas directement lié au marché crypto. Ce n'est pas sans risque. Un actif physique est plus long à liquider qu'un actif crypto, mais c'est un type de risque différent. C'est pour ça que le crowdlending est une catégorie à part. Avant d'aller plus loin, il faut clarifier ce que le crowdlending n'est pas. Le crowdlending n'est pas du crowdfunding. Sur Kickstarter, vous donnez de l'argent pour soutenir un projet. Et en échange, vous recevez peut-être un produit, un accès anticipé, un simple merci. Dans le crowdlending. L'argent est censé être remboursé avec des prêts. Ce n'est pas plus de capital risque. Vous n'achetez pas une part de l'entreprise. Vous n'attendez pas que la valorisation fasse x10. Vous êtes prêteur avec des conditions définies. L'emprunteur n'est pas seulement un smart contract. C'est une entreprise précise avec des documents, des actifs, des données financières et une obligation de remboursement. Cette distinction est très importante. Ce qui m'a surpris, c'est que le crowdlending n'est pas nouveau. Le marché existe depuis 2005 avec le lancement de Zopa au Royaume-Uni. Donc, on ne parle pas d'une expérience crypto apparue au dernier cycle. Le crowdlending s'est développé séparément de la crypto pendant presque 20 ans. En Europe, des plateformes de ce secteur ont déjà traité des dizaines de milliards d'euros de prêts. Et depuis novembre 2023, l'Union européenne dispose d'un cadre réglementaire unifié pour les plateformes de crowdfunding et de crowdlending appelé ECSPR. Ce qui est nouveau, c'est l'ajout de l'infrastructure crypto, stablecoin, smart contract, transparence en chaîne et accès plus global. Donc, il existe deux formats principaux, P2B et P2B. P2P veut dire peer-to-peer lending, c'est du prêt à des particuliers ou parfois à des
à de très petits emprunteurs. Une personne prête à une autre personne via une plateforme. La plateforme gère le scoring, les paiements et le suivi. Le P2P est le format historique du crowdlending. Les rendements du marché sont souvent autour de 10% à 14% par an selon la plateforme, la géographie et la qualité de l'emprunteur. Mais pour moi, la limite principale du P2P, c'est souvent l'absence de garantie physique solide. Si un particulier ne rembourse pas, il peut être difficile de récupérer quoi que ce soit. C'est pour ça que le P2B est plus intéressant dans le contexte crypto. P2B veut dire peer-to-business lending. Et ici, les investisseurs prêtent à des petites et moyennes entreprises et l'emprunteur peut être une vraie entreprise avec des revenus, des actifs et parfois une garantie physique, machines, véhicules, stock, équipements ou immobilier commercial. C'est aussi là que le sujet croise la narrative RWA, Real World Assets. On parle d'actifs réels, pas seulement de tokens. La question évidente est la suivante. Pourquoi une entreprise paiera 15%, 20%, même plus au lieu d'aller à la banque? La réponse est souvent vitesse et accès. Une banque peut prendre plusieurs mois pour analyser une demande. Elle peut demander énormément de documents. Elle peut refuser certaines PMI. Certaines régions proposer des conditions trop rigides. Une plateforme de crowdlending peut parfois donner une réponse beaucoup plus rapidement. Pour une entreprise qui doit acheter du stock, financer une commande ou saisir une opportunité, la vitesse a une valeur. Donc un taux plus élevé n'est pas automatiquement un signal négatif. Donc le Web3 crowdlending ne part pas de zéro, il essaie de combiner un modèle financier existant avec l'infrastructure crypto. Comparez maintenant le crowdlending avec les issues que les investisseurs crypto connaissent déjà. Le staking repose souvent sur des récompenses de protocole. Vous bloquez ou déléguez un token et vous recevez plus ce même token. Cela peut être utile, mais le rendement réel dépend énormément du prix de token. 12% APR dans un token qui perd 40%, ce n'est pas la même chose que 12% APR en USDC. Les liquidity pools sont différents, vous gagnez des frais de trading et parfois des incentives en token, mais vous faites aussi face à l'impermanent loss. Beaucoup de gens voient un APY élevé dans le pool, puis réalisent que le résultat réel est plus faible à cause des mouvements de prix. Le lending DeFi est plus proche. Et le calendrier de remboursement est connu à l'avance, mais il y a un gros inconvénient, la liquidité. Dans le staking, les LPs ou les DeFi, vous pouvez souvent sortir assez vite. Dans le crowdlending, vos fonds sont généralement bloqués jusqu'à la maturité du prêt. Cela peut être 4 mois, 6 mois, 12 mois ou plus. C'est une autre classe d'actifs avec une autre source de revenus et une autre structure de risque. Maintenant, prenons un peu de recul. Le financement privé des entreprises n'est plus une petite niche. En décembre 2024, BlackRock a accepté d'acquérir HPS Investment Partner pour 12 milliards de dollars afin de se renforcer dans le private credit. Pourquoi c'est important? Parce que BlackRock n'est pas un petit acteur, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et la communauté crypto le connaît bien grâce au ETF Bitcoin. Quand une entreprise comme BlackRock fait un grand mouvement vers le private credit, cela montre où va une partie du capital institutionnel. Au lieu qu'un fonds prête 100 millions à une entreprise privée, plusieurs investisseurs plus petits participent à des prêts via une plateforme. Si l'idée est si intéressante, pourquoi n'y a pas-t-il des centaines de plateformes de crowdlending? Parce que c'est difficile à exécuter. Une vraie plateforme doit faire de l'analyse de crédit, structurer légalement les garanties, respecter la réglementation, gérer des smart contracts, utiliser des stablecoins et trouver des emprunteurs et avoir des procédures de recouvrement si quelque chose se passe mal. Il est moins viral mais beaucoup plus opérationnel. Maintenant, regardons rapidement un exemple concret de crowdlending Web3. Cette partie concerne 8Lands. 8Lands est une plateforme de crowdlending Web3 liée à Maclear, une société suisse avec de l'expérience dans le P2B lending. Maclear opérait déjà sur le marché européen avec un modèle plus traditionnel, paiement en euros, transfert SEPA et les investisseurs européens. 8Lands étant ce modèle Web3, au lieu de fonctionner uniquement avec l'euro, la plateforme utilisait l'USDC au lieu d'une interface Web2 fermée uniquement. Elle utilise des smart contracts. Et au lieu de simple enregistrement interne, elle ajoute une transparence en chaîne via le réseau Base. Pour être clair, 8Lands n'est pas une plateforme de trading crypto. Vous n'investissez pas parce qu'un token pourrait monter. L'idée centrale, c'est de prêter de l'USDC de vraies entreprises et de recevoir des paiements fixes selon les conditions de prêt.
Dans la marketplace, on peut voir les prêts actifs. Chaque projet affiche l'entreprise, le pays, le secteur, le type de garantie, le rating, le taux et la durée. Ce n'est pas un pool DeFi abstrait. Ce sont des entreprises statistiques avec des vrais besoins de financement. Dans une carte projet, on peut consulter les détails de l'emprunteur, les documents, la garantie de l'évaluation, les métriques financières à la structure de prêt. Personnellement, c'est ce que je regarde en premier, pas seulement le temps, mais ce qui soutient le prêt. La partie Web3 devient vraiment clair avec la transparence des paiements. Les paiements peuvent être vérifiés en chaîne. Vous pouvez ouvrir une transaction dans un bloc Explorer et vérifier le wallet, le montant et le timestamp. Donc, au lieu de faire uniquement confiance au dashboard, vous pouvez vérifier l'enregistrement vous-même. Il y a aussi une application mobile pour suivre le portefeuille, les prêts actifs et l'historique des paiements. Les fonds des investisseurs sont gérés via des smart contracts et Maclear agit comme agent de garantie. Cela peut réduire certains risques, mais ça ne les élimine pas. Si vous voulez explorer le lien est dans la description, vous pouvez visiter la marketplace, regarder les projets et comprendre le fonctionnement. Pas de pression. Le KYC est nécessaire uniquement si vous décidez d'investir. Et selon la plateforme, il prend généralement 10 à 15 minutes. Pour résumer, le crowdlending, c'est du prêt collectif et de vrais emprunteurs via une plateforme. Dans le P2B crowdlending, les investisseurs financent de vraies entreprises, l'entreprise paye des intérêts, l'investisseur reçoit des paiements fixes si l'entrepreneur rembourse correctement. La garantie peut être un actif physique en entreprise, ce qui rend le risque différent de lending crypto native. Et maintenant, Web3 ajoute une nouvelle couche, stablecoins, smart contracts et vérification en chaîne des paiements. À mon avis, c'est une direction intéressante à suivre parce que la crypto commence ici à toucher l'économie réelle. Comme toujours, ce n'est pas un conseil financier. Tout investissement comporte des risques. Faites votre propre recherche. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate